Bonjour, bienvenue à notre séance de présentation habituelle. Aujourd'hui, je vais discuter de la multicollinéarité. Pourquoi la multicollinéarité? Eh bien, c'est justement parce que c'est un sujet qui constitue l'une des obsessions des économistes. Les économistes sont particulièrement intéressés à la multicollinéarité parce que c'est l'un des problèmes qui a des conséquences désastreuses sur le modèle dans sa globalité. On a comme l'impression qu'on a le meilleur modèle avec un R carré très élevé et pourtant le modèle est de piètre qualité lorsqu'il est dans une situation de multicollinéarité. Mais alors, quelles sont donc les causes de ce phénomène? Une seule raison explique la multicollinéarité, c'est la dépendance de relations entre les variables explicatives. Lorsque les variables explicatives sont corrélées entre elles, eh bien, les conséquences de la multicollinéarité sont nombreuses. Nous allons discuter de ces conséquences par la suite. Maintenant, un point intéressant, c'est que qu'on ne trouve pas dans de nombreux manuels, c'est que la relation de linéarité peut exister non seulement entre les variables explicatives, mais aussi entre les variables explicatives et le terme constant du modèle. Ce cas est particulièrement rencontré lorsqu'on a un modèle où on inclut un nombre très élevé de variables indicatrices. Quelles sont donc les conséquences de la multicollinéarité? Dans le cheminement des conséquences, on pourrait les classer en deux. Tout d'abord, le cas où il y a une collinéarité parfaite entre les variables explicatives, c'est le cas le plus facile puisque tout devient impossible à calculer. On ne peut pas calculer les coefficients, les résidus du modèle, les statistiques associées aux coefficients, le R carré, etc. Donc, ça c'est le cas où on a une situation de collinéarité parfaite entre les variables explicatives. Cependant, une deuxième possibilité, c'est lorsqu'il y a une relation de linéarité non parfaite entre les variables explicatives. À ce moment-là, le déterminant de la matrice des variables explicatives, la matrice X', le déterminant de la matrice X' a tendance à s'approcher de 0, ce qui aura des conséquences sur les coefficients qui seront biaisés, les statistiques de student qui seront biaisées, le R carré qui aura tendance à devenir plus élevé, ce qui peut faire miroiter le modélisateur pensant qu'il a le meilleur modèle. Quelles sont les techniques utilisées pour détecter les problèmes de multicollinéarité en général? Il y a le test de Klein qui n'est pas un test d'hypothèse, mais une technique utilisée pour prévoir, pour détecter des possibilités, des présomptions de multicollinéarité. Il y a aussi le facteur d'inflation de la variance que nous appelons VIF, c'est le sigle en anglais, Variance Inflation Factor. Dans le VIF, il y a deux versions. Il y a la version centrée du VIF et la version non centrée du VIF. Il y a le test Farah-Glauber. Lui, c'est un test d'hypothèse où on va tester le déterminant de la matrice de coefficients de corrélation.
Prenons d'abord le vif, comment est-ce que le facteur d'inflation de la variance fonctionne. On l'a dit tantôt, il existe deux versions du vif, du facteur d'inflation de la variance, centré et non centré. En général, dans le vif, qu'est-ce qu'on fait? On compare, c'est-à-dire on fait le rapport entre la variance associée au coefficient du modèle original et la variance associée au coefficient d'un petit modèle. J'appelle un petit modèle une régression entre une variable explicative du modèle original et une autre variable explicative du même modèle. Si l'on met le terme constant ou sinon on ne met pas le terme constant, ça va faire toute la différence entre le vif centré et le vif non centré. Cependant, numériquement, le vif centré correspond à 1 divisé par 1 moins R carré I. R carré I est le coefficient de détermination de la régression de la variable explicative xi sur toutes les autres variables explicatives du modèle original, incluant le terme constant. Donc, de nombreux logiciels utilisent le facteur d'inflation de la variance centré, tandis que le logiciel eViews, sur le logiciel eViews, est programmé les deux versions. Voyons maintenant l'intuition du test de Farah-Glauber. Le test de Farah-Glauber, c'est un autre test utilisé pour détecter les problèmes de multicolinéarité. Quelle est donc l'intuition du test de Farah-Glauber? On vérifie tout d'abord le fait qu'il existe une relation de linéarité entre les variables explicatives. Cela aura pour effet d'avoir des coefficients de corrélation entre les variables explicatives qui vont tendre vers 1. Donc, si les coefficients de corrélation entre les variables explicatives sont très élevés, c'est-à-dire ces coefficients de corrélation entre les variables explicatives s'approchent de 1, à ce moment-là, le déterminant de la matrice des coefficients de corrélation entre les variables explicatives va s'approcher de 0 et le logarithme népérien de ce coefficient va s'approcher d'une valeur élevée, entre valeurs absolues bien sûr. Donc, tandis que si le coefficient de corrélation entre les variables explicatives s'approche de 0, c'est-à-dire il n'existe pas de relation de dépendance entre les variables explicatives, c'est donc absence de multicolinéarité. Dans ce cas, le déterminant de la matrice va tendre vers 1 et le logarithme népérien de 1 est 0. Donc, le logarithme népérien va tendre vers 0. Ceci étant dit, vous comprenez déjà la statistique du test de Farah-Glauber, où l'on met le déterminant de la matrice des coefficients de corrélation dans la formule. Donc, pour une matrice de coefficients de corrélation dont le déterminant est proche de 1, le logarithme népérien de ce déterminant va être égal à 0 ou va être proche de 0. Du coup, on comprend que la statistique de Farah-Glauber, lorsque la statistique calculée de Farah-Glauber est petit, cela sous-entend qu'il y a absence de multicolinéarité. Naturellement, dans la règle de décision, on va comparer cette statistique qu'on va calculer
par l'entremise de cette formule que vous voyez affichée à l'écran. Donc, on va comparer à Qui 2, c'est-à-dire le quintile de la loi de Qui 2 au seuil de 5% et au nombre de degrés de liberté égal à 1/2 K facteur de K-1. K ici est le nombre de variables explicatives incluant le terme constant. En guise de conclusion, nous allons enchaîner avec un concept qui a des conséquences similaires à la multicollinéarité. C'est le problème de la micronumérosité qui a été présenté par Arthur Goldberger en 1991. Selon Goldberger, la micronumérosité est le problème lié à l'utilisation d'échantillons de petite taille. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise des échantillons de petite taille dans les modèles? Eh bien, un modèle où il y a un échantillon de petite taille, la variance associée au coefficient du modèle aura tendance à être plus élevée, puisque la variabilité de la variable explicative, c'est-à-dire la somme des x par rapport à leur moyenne élevée au carré, sera plus petit pour les échantillons de petite taille. Donc, du coup, étant donné que cette valeur, à savoir la variabilité, se trouve au dénominateur, dans la formule de la variance du coefficient, cette variance aura tendance à être plus élevée pour les échantillons de petite taille. Merci d'avoir suivi la présentation. Nous allons maintenant passer à notre fichier Excel pour une application pratique. Donc, voici notre fichier Excel, voici le modèle que nous avons, les séries que nous avons utilisées dans notre modèle, dans les vidéos antérieures. Donc, voici les x, t et yt. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer les coefficients de corrélation dans la matrice des coefficients de corrélation. Donc, nous allons mettre ici Corel, C-O-R-E-L, C-O-R-R-E-L. Nous allons prendre ici, nous allons calculer le coefficient de corrélation de x1 par rapport à lui-même. Donc, nous allons prendre la première série sera la série x1. Donc, x1t. Donc, par rapport à x1t. Donc, ce résultat doit donner 1. Maintenant, nous allons calculer ici le coefficient de corrélation de la série x1t par rapport à la série x2t. Ça, c'est le plus important. Ok, donc on vient de choisir x1t et on va choisir par rapport à x2t. Okay, voici le résultat. On voit que le coefficient de corrélation n'est pas trop élevé. On va calculer ici le coefficient de corrélation de x2t par rapport à x1t qui doit être identique à cette valeur. Donc, coefficient de corrélation de x de la série t par rapport à la série x1t. Voici la série x1t. On vient de prendre la deuxième série. Voici la valeur. Donc, c'est identique à l'autre. On va calculer ici le coefficient de corrélation entre x de t et x de t. Donc, corrélation entre x de t par rapport à lui-même. La série x de t par rapport à elle-même, la série
x de t. Voilà. Donc, on a 1. Voici la matrice des coefficients de corrélation entre les variables explicatives. Maintenant, nous allons calculer le déterminant de cette matrice. Donc, c'est M, D, E, T, E, R, M. On choisit les cellules de la matrice. Voici le déterminant. On voit que le déterminant est très rapproché de 1. Cela sous-entend que on ne va pas avoir de problème de collinéarité, mais on va continuer pour pouvoir vérifier. Donc, voici les hypothèses. On va tester l'hypothèse nulle, le déterminant de la matrice est égal à 1, contre l'hypothèse alternative, le déterminant de la matrice est inférieur à 1. Maintenant, arrivé ici, on va appliquer la formule de la statistique de Farag-Glauber. Voici la formule que j'ai reportée jusqu'ici. C'est moins, donc c'est égal à moins facteur de n. N, c'est le nombre d'observations qu'il y a dans le modèle. Ok, voici le nombre d'observations. Moins 1, n moins 1 qu'il y a dans la formule. Après n moins 1, on a moins 1 sixième. Ok, moins 1 sixième. Multiplié par 2 fois, on doit mettre parenthèse, ouvrir la parenthèse, 2 fois le nombre de variables explicatives incluant le terme constant. Donc, ce nombre est égal à 3, puisqu'on a 2 variables explicatives dans ce modèle, plus 5. Okay. On va fermer encore la parenthèse, le tout multiplié par le logarithme népérien du déterminant de la matrice. Le logarithme népérien du déterminant de la matrice. Où se trouve le déterminant? Voilà, voici le déterminant de la matrice. Ok, voici la statistique que nous venons de calculer pour le test. Et cette statistique, nous aurons à la comparer à la valeur tabulée. En principe, on devrait utiliser une table pour trouver le quantile, mais cette valeur est programmée sur Excel. Donc, Excel nous donne la possibilité d'utiliser la formule. C'est la fonction CHINV inverse. Ok, on va utiliser la fonction CHIINV, donc key inverse. On va mettre la probabilité, c'est au seuil de 5%. Le nombre de degrés de liberté, c'est... tout d'abord, je vais calculer le nombre de degrés de liberté pour faciliter pour faciliter nos calculs. Ok. Le nombre de degrés de liberté, d'abord, prenons le nombre de variables explicatives. Le nombre de variables explicatives est égal à K. Donc, K est égal à 2. On a 2 variables explicatives. Donc, là, j'ai mis petit k, et là, je vais mettre K entre K en majuscule. Donc, c'est le nombre de variables explicatives plus 1. Et le nombre de degrés de liberté, je vais l'appeler DDL, c'est égal à 1/2 multiplié par grand K, c'est-à-dire K majuscule, le nombre de variables explicatives plus 1, multiplié par le nombre de variables explicatives plus 1 moins 1, donc 3 moins 1. Le résultat est égal à 3. Donc le nombre de degrés de liberté sera égal à 3.
Donc, on va retourner à la valeur du quantile. Donc, c'est CHIINV qui inverse. La probabilité, c'est 5%. Et le nombre de degrés de liberté, c'est cette valeur qui est de 3. Donc, voici le résultat. Déjà, voilà, la règle de décision nous dit quoi? Et j'ai mis une formule ici pour dire que si la valeur calculée, qui est B66, si la valeur calculée B66 est supérieure à la valeur tabulée, à ce moment-là, ce sera la multicollinéarité. Et si c'est inférieur, on ne peut pas rejeter H0. Donc, H0 disait quoi? H0 disait que le déterminant de la matrice est égal à 1. Pour que le déterminant de la matrice soit égal à 1, faut qu'il n'y ait pas de dépendance entre les variables explicatives, c'est-à-dire les coefficients de corrélation entre les variables explicatives soient nuls. Donc, c'est le cas où il n'y a pas de multicollinéarité entre les séries. Donc, le test de Farah-Glauber vient de nous signaler qu'il n'existe pas de multicollinéarité entre ces séries. À présent, on va utiliser le facteur d'inflation de la variance, VIF, comme technique pour détecter s'il y a des problèmes de multicollinéarité entre les séries dans le modèle. Maintenant, nous allons utiliser la version centrée du VIF. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va suivre une méthode en 2 étapes. Premièrement, nous allons régresser une variable explicative. Donc, on va régresser la variable explicative x2 sur la variable explicative x1. Donc, voici la série x2. Et ici, voici la série x1. Nous allons préciser à Excel où est-ce que nous souhaiterions que le résultat soit affiché. Donc, nous aurions aimé que nos résultats, la sortie du logiciel, l'output, soit affiché ici à cette cellule. Donc, c'est la cellule B75 et nous faisons OK. Maintenant, nous venons de régresser la série x de t sur toutes les autres variables explicatives du modèle. Donc, il n'y avait qu'une seule autre variable explicative, c'était la série x1. Maintenant, pour calculer le VIF, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule, c'est égal à 1 divisé par 1 moins le R carré de ce modèle. Le R carré de ce modèle, c'est cette valeur. Et voilà, on vient de calculer la valeur du facteur d'inflation de la variance. Eh bien, maintenant, cette valeur, bon, les auteurs ne s'entendent pas vraiment sur comment quel seuil on doit retenir. Certains auteurs disent 5, d'autres 7, et d'autres auteurs disent 10. Donc, quel que soit le seuil retenu, on est sûr d'une chose. Le facteur d'inflation de la variance que nous venons de calculer, la valeur du facteur d'inflation de la variance, est bel et bien inférieur au seuil de 10, par exemple. Donc, si le facteur d'inflation de la variance est inférieur au seuil retenu, 5 selon certains auteurs, 7
et 10, donc moi-même je retiens 10. Donc si c'est inférieur à 10, eh bien, il n'y a pas de problème de multicollinéarité dans le modèle. Merci, à la prochaine pour une autre présentation. N'oubliez pas de liker et d'abonner à notre chaîne. À bientôt pour une autre présentation.